Bienvenue à tous. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'abord d'accueillir Sophie Esch dans le laboratoire. En tout cas, bienvenue Sophie au laboratoire. Et nous allons avoir le plaisir de t'écouter sur les modèles microscopiques et macroscopiques pour la croissance des colonies bactériennes. Oui, c'est ça. Je t'en prie. Merci pour l'introduction. Alors, comme je suis nouvellement CR au labo, je me suis dit que ce séminaire, c'était vraiment l'occasion de vous présenter les différents types de travaux que je faisais. Et du coup, je ne vais pas me concentrer sur un projet en particulier. Je vais vous en présenter plusieurs, certains qui sont finis, certains qui sont en cours. De manière générale, mes travaux jusqu'à présent sont intéressés sur l'étude de la croissance de systèmes biologiques. Donc, c'est quelque chose d'assez large. En particulier, je me suis intéressée à comment est-ce que les différents individus de ces organismes s'organisaient et aussi quels mécanismes pouvaient réguler la croissance. Alors, pourquoi est-ce que c'est des questions importantes ? Parce que ça nous amène à pas mal d'enjeux biomédicaux. Quand on s'intéresse à l'organisation, par exemple, de cellules, on sait que quand on a le cas de croissance de tumeurs, en fait, c'est des cellules qui n'ont plus exactement les mêmes règles au niveau de la croissance, n'ont plus la même adhésion, par exemple, au substrat. Et donc, c'est assez intéressant de comprendre déjà comment ça marche dans un organisme sain. Et puis, quand on comprend quels mécanismes vont, par exemple, arrêter le cycle cellulaire dans un tissu ou le ralentir, on peut après s'intéresser à des questions de régénération cellulaire. Donc, il y a pas mal de gros enjeux au niveau biomédical et c'est vraiment des domaines qui sont en pleine expansion au niveau biologique en recherche. Donc, quand on parle de régulateurs pour la croissance, généralement, on a deux catégories principales. L'une d'entre elles, ça va être de regarder la diffusion de morphogènes. En fait, c'est la diffusion d'un signal chimique dans le tissu qui va donner des informations aux cellules ou aux bactéries, aux protéines et autres. Et puis, on a aussi l'influence des différentes forces mécaniques. Alors, du coup, quand on parle de modélisation pour des systèmes biologiques, généralement, on a différents niveaux de modélisation qui peuvent s'appliquer. Bon, je pense que vous savez tous de quoi je parle, mais j'ai quand même fait des slides pour le rappeler. On a d'un côté les modèles microscopiques, où on va considérer chaque particule individuellement. On peut ensuite avoir les modèles mésoscopiques, ou modèles kinétiques aussi, où on va plutôt considérer la probabilité d'avoir une particule à une position donnée. Et on a ensuite les modèles macroscopiques, où on considère des densités de cellules. Donc moi, je m'intéresse à tous ces niveaux de modélisation et en particulier, je m'intéresse à la manière dont on peut faire les liens entre les différents niveaux. Donc, on a ce qu'on appelle les micro-macros qui peuvent être faits de différentes manières. On peut les faire d'un coup, on peut les séparer. On peut passer du micro au méso en considérant une limite grande population. On peut ensuite passer du méso au macro en considérant un scaling généralement sur nos particules qui vont dire que, par exemple, l'espace va être très grand par rapport à la taille de nos particules. Donc, ça va nous amener à une équation continue. Bien entendu, si on change le choix de scaling, on n'aura pas le même modèle macroscopique à la fin. Et donc, en plus de ces différents niveaux de modélisation, on peut aussi considérer les différents types d'interactions qu'on a dans notre modèle. Donc, je vais faire une différence entre deux types d'interactions, ce que je vais appeler les interactions souples et les interactions fortes. Alors, c'est un terme, c'est ma terminologie, ce n'est pas quelque chose que vous trouverez dans la littérature. Il n'y a pas encore trop de papiers qui font la différence entre ces types d'interactions. Donc, qu'est-ce que j'appelle des interactions souples ? Ça va être que si on considère par exemple un phénomène de non-recouvrement, c'est-à-dire qu'on veut que nos cellules dans notre système ne se recouvrent pas pour que ça ressemble à la biologie qu'on a. Généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer un potentiel de répulsion à vraiment court terme pour nos particules. Mais si on a beaucoup de particules qui grossissent, qui se divisent, on peut arriver à des systèmes où à un temps donné, on va avoir du recouvrement entre les particules. Donc ça, c'est ce qu'on aura appelé les interactions souples. Et les interactions fortes, ça va être à l'inverse un système où on va considérer qu'à tous les temps, on n'aura jamais de recouvrement entre les cellules. Et ça, généralement, c'est fait en considérant entre chaque temps un processus de minimisation qui va s'assurer que des contraintes sont vérifiées. Et ici, ce sera la contrainte de non-recouvrement. Alors ça, c'est pour ce type d'interaction particulier, mais on peut l'appliquer à tous les autres. Et donc, on peut trouver ces deux types d'interactions au niveau microscopique, mais aussi au niveau macroscopique. Et en fait, quand on a des interactions souples, généralement des modèles assez classiques pour la croissance du tissu, qu'on appelle aussi modèle mécanique. Et on peut passer à des modèles avec des interactions dures via une limite incompressible, qui consiste en fait à rendre le potentiel ou la pression du système singulière en un point, et ça va créer des domaines à frontières libres. C'est un autre type de système.
Donc moi, je vais m'intéresser à tous ces différents types de limites et on va partir en fait durant ce talk d'un modèle microscopique. On va voir ce que ça nous donne avec la limite micro-macro et ensuite on va regarder la limite incompressible. Donc on va un peu faire tous les types de modèles qu'on peut avoir en partant d'un système biologique donné. Alors du coup, je commence par le système microscopique. Donc ça, c'est un projet que j'ai fait avec Marie Doumic et Diane Peu-Richard durant mon post-doctorat ici, où on s'est intéressé à la croissance de microcolonies de bactéries tubulaires. Donc, par exemple, ce que je vous avais montré, la bactérie E. coli, on a aussi Pseudomonas, il y en a plusieurs qui existent dans la littérature. Donc, je commence par une petite vidéo qui est assez connue, qui est extraite du papier de Stewart de 2005, où on voit effectivement que nos bactéries s'allongent, se divisent, et ça crée une microcolonie qui est vraiment qui a une organisation assez spécifique. Et il y a beaucoup de modèles dans la littérature qui étudient la formation de ces microcolonies, mais il y a des caractéristiques qu'on n'arrive pas encore à reproduire. En particulier, l'une d'entre elles, c'est vraiment à un stade très tôt où on a de 2 à 4 bactéries. On voit que les bactéries grandissent, se divisent, et au lieu de rester les unes collées aux autres, on pourrait imaginer qu'on aura du coup une colonie vraiment sur une ligne, on a les 2 bactéries qui viennent se recoller côte à côte. Et donc, c'est ce qui s'appelle la four cell array arrangement. On a vraiment une bactérie et l'autre collée. Et du coup, quand elles se divisent, on a 2. Et ensuite, on peut aussi observer qu'à des temps assez tôt, alors moins, là, à la fin de la vidéo, ça se voit moins, mais à des temps assez tôt, on a vraiment une forme allongée de la colonie dans une direction. Et donc ça, c'est 2 caractéristiques qu'on ne reproduit pas encore très bien au niveau modélisation. Et donc, nous, notre projet, c'était de se demander quelles sont les interactions mécaniques qu'on a besoin de mettre dans notre modèle pour reproduire ces 2 caractéristiques, mais de manière à avec le moins d'interactions possible. Quel est le système le plus simple, le modèle le plus simple qui nous permet de retrouver ça? Alors, au niveau de la littérature, il y a pas mal de modèles qui existent au niveau microscopique. Donc, on a des modèles où on considère tout simplement que les bactéries sont des sphères. On peut le complexifier un peu en considérant des séquences de sphères de manière à reproduire un peu cette forme allongée. Et il y a aussi des modèles avec des sphérocylindres. Donc, un sphérocylindre, c'est juste un rectangle avec 2 demi-sphères au bout. Et ensuite, on considère des forces de répulsion. Donc, moi, c'est ce type de modèle que je vais considérer aujourd'hui. Et ensuite, au niveau des interactions, il y a aussi plusieurs choses qui ont été faites. La plupart des modèles de la littérature, ils considèrent de l'attraction entre les bactéries, ce qui en fait n'est pas si évident que ça au niveau biologique de vérifier qu'il y a vraiment de l'attraction. On peut considérer qu'on a de l'adhésion à un substrat, qu'on a des nutriments. Il y a beaucoup de tests qui ont été faits. Donc, on va partir du système le plus simple possible, où on va considérer un sphérocylindre. Donc, il est caractérisé par son centre de masse, son orientation. Il a une épaisseur qui va être fixée à D0 pour toutes les bactéries. Ça, c'est une hypothèse assez raisonnable. Ensuite, il a une longueur qui va pouvoir évoluer en fonction du temps. Donc, de manière à ce qu'elle soit le plus simple possible, on va juste considérer une force de non-recouvrement. Donc, pour ça, en fait, on considère que quand on a 2 bactéries qui se recouvrent, on a toujours 2 sphères pour lesquelles on a un recouvrement maximal. Et on va créer une force de répulsion entre ces 2 sphères. Et cette force va agir à la fois sur les centres de gravité de nos bactéries, mais aussi sur leur orientation. En fait, on a des couples qui sont créés par le mouvement. Additionnellement à cette force de non-recouvrement, on a bien entendu de la croissance pour nos bactéries, donc avec une voie exponentielle assez classique en biologie, et on a aussi la division. Donc, quand une bactérie est assez grande, on va la diviser en 2 bactéries de même taille. On va rajouter un petit angle à la division pour s'assurer qu'on n'ait pas justement cette chaîne de bactéries qui va se créer, qui ne serait pas réaliste du tout. Alors du coup, on peut écrire ces équations, enfin ce système au niveau d'équations. On a une équation sur le centre de masse. Là, les forces, elles que j'écris, sont vraiment les forces de non-recouvrement. On regarde avec quel voisin on overlap. Cette force va agir au bout. On a l'équation sur les angles avec les couples qui sont créés par ces forces. Et la croissance et la division que je n'ai pas écrit, bien sûr. Donc, je vous montre une petite simulation rapide où on voit qu'on a une bactérie pour commencer. Sa couleur est donnée par l'orientation. Et si on fait tourner la vidéo, on voit qu'assez rapidement, on a la création d'une colonie de bactéries qui est assez organisée aussi. On voit qu'on a pas mal de clusters au niveau des couleurs. Mais on observe qu'on a quelque chose de très circulaire. On n'a pas du tout une direction donnée. Et on n'a pas du tout non plus la caractéristique du four cell array quand on a seulement 2 à 4 cellules. On est vraiment très loin de ce qu'on veut avec 2 bactéries côte à côte. Pardon, qu'est-ce qui force les bactéries à être collées les unes aux autres? Tu crées des Là, il n'y a rien du tout qui les force, mais vu qu'on a seulement un principe de un potentiel de non-recouvrement, dès qu'elles ne se touchent plus, dès qu'elles ne se recouvrent plus, elles arrêtent de bouger. Du coup, ça fait quand même quelque chose d'assez compact. Et donc, du coup, on a rajouté 2 éléments à notre modélisation. L'un d'entre eux, ça va être de considérer en fait que dans notre bactérie,
quand elle se divise au centre, et donc le matériel à l'intérieur de la bactérie va se diriger vers les vieux pôles. Ce qu'on appelle les vieux pôles, c'est les pôles qui sont présents chez la bactérie mère, en fait. Et quand elle se divise, elle crée des nouveaux pôles. Et donc, on va en fait considérer le fait que la masse de la bactérie peut être localisée plus vers l'extérieur de la bactérie au niveau où elle se divise. Donc, c'est paramétré par un paramètre alpha. Si ça vaut 0,5, ça veut dire que la distribution de la masse est uniforme. Si c'est proche de 1, ça veut dire que c'est localisé près des lieux. Et on voit qu'on arrive, avec un fort coefficient ici, on arrive à reproduire une bonne forme au niveau de l'organisation des colonies quand on a 4 bactéries. Et une deuxième considération qu'on a faite, ça va être de considérer que le mouvement de la bactérie n'est pas la même dans toutes les directions. C'est-à-dire que ça va être plus facile pour une bactérie de bouger dans sa direction que de bouger sur les côtés, parce qu'il y a plus de surface à combattre pour bouger. Et donc ça, on le fait en considérant des coefficients de friction différents. Donc on a un coefficient de friction dans la longueur de la bactérie, un dans la direction perpendiculaire. On peut calculer une matrice du coup de friction, et ça vient modifier notre équation pour les centres de masse. Maintenant, on a l'inverse de la matrice. Et aussi pour les angles, où on voit que finalement, le coefficient de friction qui apparaît est seulement le coefficient de friction perpendiculaire. Avec la mécanique des fluides, comme on est en Stokes, on pourrait avoir une estimation de ça. Oui. Il y a des papiers de biologie il n'y a pas encore sur les deux directions. On a une bonne estimation. Il y a une estimation pour qu'on a un coefficient de friction, mais dans les deux directions, ça n'a pas été fait encore. Mais peut-être que c'est faisable au niveau expérimental en biologie. Et donc, en considérant un ratio différent pour ces coefficients de friction, on arrive à voir qu'effectivement, on peut retrouver des colonies qui sont allongées. Donc ensuite, la suite de ce travail, ça a été de vérifier ce modèle, de le comparer avec des données expérimentales. Donc, on a eu accès dans la littérature à différents types de datasets, certains plus ou moins bons, c'est-à-dire que quand on a beaucoup de temps, généralement, on a une segmentation qui est moins bonne, donc il faut essayer de combattre un peu ce problème. Mais on a réussi à avoir des données assez raisonnables. De ces sets de données, on peut ensuite extraire la distribution du taux de croissance, la distribution de l'incrément à la division pour déterminer quand nos bactéries vont se diviser. Et ensuite, du coup, on va pouvoir vraiment comparer avec les deux. Enfin, ça nous permet de décider des paramètres de notre modèle, et on peut ensuite le comparer. Donc, pour le comparer, il faut choisir différents quantificateurs. Je ne vais pas tous les décrire, mais l'idée principale a été de comparer la forme de nos colonies de bactéries. Donc, pour ça, généralement, on fit une ellipse et on va considérer le ratio entre le grand axe et les deux axes de l'ellipse. On peut aussi regarder l'organisation au sein de nos microcolonies, la densité, et un autre important, c'est la distance, en fait, quand on a seulement deux bactéries, de voir quelle est la distance des centres de masse pour savoir si oui ou non on est proche de Forcell Array Organization. Et donc, avec ça, on peut comparer à nos données expérimentales. On a comparé 4 cas différents. Donc, un où on n'a ni friction asymétrique, ni une distribution uniforme des masses. Ensuite, un cas où on a juste de la friction asymétrique, juste de la distribution uniforme des masses, et quand on a les deux nouveaux composants. Donc là, on peut voir en fait les différents quantificateurs qui sont plotés. Les lignes pointillées noires, ça va être les données expérimentales, et les 4 cas que je vous décris sont en couleur. Et en regardant toutes ces données, on peut voir que les cas qui correspondent le mieux, c'est les cas 4 et le cas 2. Donc, c'est-à-dire que c'est mieux à chaque fois qu'on a de la friction asymétrique, et on améliore encore un peu le système quand on a une distribution non uniforme de la masse. Après, c'est à prendre avec, c'est pas complètement définitif, étant donné qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas parfaites. On reste très loin au niveau numérique du Forcell Array Organization. On a quand même du mal à avoir nos cellules qui sont vraiment côte à côte et comprendre quel est ce mécanisme. Et puis, on peut aussi voir qu'un travail après, c'est de trouver des meilleurs quantificateurs. Par exemple, pour la forme, on a une très grande variabilité au niveau de ce qu'on a pour les données expérimentales. Donc, il faudra trouver des meilleurs quantificateurs pour le futur, pour pouvoir comparer. Mais c'est assez positif dans le sens où on voit quand même vraiment qu'on a amélioré le niveau de modélisation qu'on avait par rapport à d'autres papiers avec ces deux nouveaux mécanismes. Les simulations, si tu pars d'un seul bâton, tu vas toujours avoir la même forme. Non, ce n'est pas déterministe, parce que déjà, on a un bruit à la division, donc ça, ce n'est pas déterministe. Et puis ensuite, l'incrément de division de la taille à laquelle les bactéries vont se diviser, ça, c'est pas déterministe non plus. On a une distribution,
Et ensuite, on utilise un algorithme du rejet pour pouvoir tirer aléatoirement des longueurs de division. Donc, il y a quand même pas mal de... Mais du coup, cette page, c'était juste pour résumer, vous voyez, les forces organization et la forme allongée. Mais je vais passer rapidement, du coup, pour pouvoir faire le reste. Donc voilà, ça, c'est pour le modèle microscopique. Il y a pas mal de choses à faire encore pour s'approcher. Enfin, c'est un projet très modélisation. Hein. Le but est d'avoir vraiment des projets, des rapports avec des physiciens ou des biologistes pour avoir des données expérimentales et approcher au mieux en fait, la croissance des microcolonies de bactéries. Mais maintenant, je vais continuer avec quelque chose de plus théorique, si j'arrive à passer à la next slide. Voilà. De quelque chose de plus théorique, où on va s'intéresser aux limites micro-macro pour ce type de modèle. Donc ça, c'est encore une fois un projet avec Marie-Dominique Delpauchin, mais aussi Mark Hoffman. Comme je vous l'ai dit, pour passer à la limite, généralement, on les sépare en deux limites. On va avoir d'un côté la limite grande population, qui nous amène au modèle mésoscopique, et ensuite un scaling par rapport à la taille des particules. Ce type de limite, il y a beaucoup de problèmes difficiles en ce moment. L'un des premiers, ça va être de pouvoir gérer la forme de nos particules. C'est quelque chose qu'on ne sait pas faire pour l'instant. On a aussi la question d'avoir des particules qui ont des tailles variables. Généralement, ce n'est pas considéré dans ce type de limite. Et puis aussi, quand on a des tailles variables, ça nous amène à des problèmes de packing optimal entre les particules. Si on veut avoir un modèle macroscopique qui vraiment est proche du microscopique. Ça, c'est les trois problèmes principaux qu'on peut voir. Nous, du coup, on va simplifier le système où on va considérer maintenant qu'on aura des particules sphériques. On va, pour l'instant, ignorer le fait qu'elles peuvent être allongées. C'est aussi réaliste au niveau biologique. Hein. On a plein de systèmes où on a des bactéries qui sont sphériques. Par exemple, là, on voit la croissance de microcolonies pour le staphylocoque doré. Donc, on a exactement, c'est le même type de comportement avec les mêmes phénomènes pour la division. Donc, notre modèle microscopique va être assez similaire. On a n particules avec une position et un rayon. On n'a plus d'orientation, du coup. On va considérer une interaction avec un potentiel de non-recouvrement qui est écrit ici. Et donc là, on voit que notre notation phi en fait, va dépendre de la distance de nos particules divisée par le rayon pour savoir si on a du recouvrement ou non. Quand on a des particules sphériques, c'est beaucoup plus facile à écrire et c'est pour ça que la limite est plus facile. Et là, le xi moins xi nous donne la direction pour la répulsion. Ensuite, on a toujours de la croissance pour le rayon de notre particule et on a de la division. Donc, on va considérer qu'une particule de taille R a une probabilité B de R de pouvoir se diviser. Elle va créer deux particules de taille plus petite, donc de rayon 1 sur racine de 2R, de manière à conserver l'air de nos particules, de nos bactéries. Et on va faire en sorte qu'elles ne se divisent pas au même endroit. Il faut qu'elles se divisent, elles vont se positionner sur un cercle autour de la particule initiale, parce que sinon, on aurait les deux particules phi qui ont exactement la même position. Au niveau du potentiel, ça créerait un problème. Généralement, en zéro, on a quelque chose d'infini ou de pas très bon. Je vous ai mis un exemple de simulation où on voit qu'on part avec une particule phi et on grandit. Au fur et à mesure, plus on va laisser la simulation tourner, en fait, on voit qu'on a de plus en plus de particules et du coup, on commence à avoir du recouvrement ici entre nos sphères. Donc, ça me ramène à ce que je vous avais dit. Ici, on a des interactions souples. On peut avoir du recouvrement parce que la croissance et la division vont plus vite que la répulsion. Donc, pour la limite micro-macro, alors on va la faire en deux étapes. On va d'abord considérer la limite micro-méso. Et pour ça, je vais le faire de manière formelle ici, juste pour comprendre le processus, comment est-ce qu'on arrive à nos équations. Donc, on va considérer notre distribution empirique ici, qui, du coup, c'est la somme pour toutes les particules des Dirac avec une position xj, xi, désolé, et un rayon ri. Et on peut calculer l'équation pour cette distribution. Donc, on va la multiplier par une fonction test et on multiplie par une fonction test. Et on voit du coup qu'on aura la somme. J'ai calculé là, c'est dt de rho. On dérive et on multiplie par une fonction. Ça nous donne la somme. Ici, on a le gradient par rapport à l'espace de phi fois la dérivée par rapport à l'espace de xi. Et là, on a les dérivées par rapport à r fois ri. Ces deux données, on les connaît, elles sont données par le modèle microscopique. Donc, on peut les remplacer dans le modèle. Le xi point devient la somme pour toutes les particules autour de notre potentiel de répulsion. Et ce terme-là, en fait, on peut voir qu'on peut le réécrire sous la forme de notre fonction phi fois xj moins xi fois notre potentiel rho. Et le tout intégré. En fait, cette somme va se transformer en ces deux intégrales.
l'intégrale sur l'espace et sur le rayon, parce qu'on vient multiplier par une densité. Et du coup, ça nous amène à cette ligne où, là, c'est juste, j'ai remplacé ce terme-là par cette fonction g de ρ. Maintenant, on peut refaire le même type de calcul, enfin le même type de processus, pour remplacer ces sommes qui dépendent de i ici. Donc, on va multiplier ce terme par ρ et on va remplacer la somme par l'intégrale sur le rayon et l'intégrale sur l'espace. On fait pareil pour. Donc, ça nous donne gradient de phi fois scalaire, désolé, g de ρ fois ρ, plus ici, on a g de r fois ρ fois la dérivée par rapport à r de phi. Donc, si ensuite on utilise une formule de Green, et on va voir qu'à la fin de notre équation, ça nous dit dt de ρ est égal à divergence de ρ g de ρ plus dr de g de r fois ρ. Donc ça va être notre équation au niveau mésoscopique. Alors ça, c'est l'équation quand on n'a pas de division, on n'a pas de processus de fragmentation, on n'a pas de division et de naissance. Mais on peut voir en fait assez simplement quel type d'équation on obtient à la fin. Maintenant, si on veut rajouter les processus de fragmentation, ça devient un peu plus complexe. On part sur une équation qui est plus probabiliste, on va dire. Les notations vont un peu changer aussi. Je ne suis pas spécialiste de ce domaine-là, mais on peut comprendre quand même assez simplement cette équation. On a mu qui est notre distribution. C'est plus le rho d'avance. Et pour savoir comment va réagir notre mu à un temps t, en fait, on voit qu'on dépend du temps initial. Et ensuite, pour tous les temps, on va essayer de regarder qui s'est divisé et qui est né. Donc, pour toutes les particules à un temps s donné, on va regarder qui vient de naître. À chaque fois, on a créé deux particules. Elles ne sont pas exactement à la même position, elles n'ont pas le même rayon. Et on va enlever les particules qui se sont divisées. Et ensuite, là, on a toute la partie déterministe avec la croissance et la diffusion. Ce qui nous donne au final ce type d'équation. Donc, on a les mêmes termes que je vous ai montrés avant, dt de ρ, de divergence de g de ρ fois ρ, plus le terme pour les rayons. Alors là, j'ai fait une petite erreur, j'ai considéré que g de r était égal à g fois r. Donc, on voit juste mettre g de r ici dans l'intégrale. Et on a les termes de croissance-fragmentation, de fragmentation plutôt. On a cette intégrale, on va regarder sur la sphère autour de notre particule qui se divise. Et c'est des particules qui sont plus grandes, qui sont de rayon racine de 2R, qui vont se diviser en des particules de taille R. Et ensuite, on a les particules qui vont mourir. C'est pas mourir, elles se divisent. Désolé, je suis un peu excessive. Donc on a des particules de taille R qui vont se diviser en d'autres particules de taille plus petite. C'est assez important de remarquer qu'ici, en fait, on a un processus de diffusion. Ça ne se voit pas immédiatement, mais ce terme-là pourrait être réécrit comme gradient de psi de x moins y divisé par r plus s, le tout au carré. Parce qu'on a ce x moins y ici, par lequel on multiplie. Et donc, en fait, ça pourrait être divergence de ρ gradient de fonctions qu'on peut appeler h. Donc, la preuve de cette limite micro-méso a été faite par Mark Hoffman, elle n'est pas encore publiée. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez le contacter. Je vais vous montrer une petite simulation quand même du modèle mésoscopique. Alors, j'ai considéré qu'on avait un espace de dimension 1 pour simplifier. On a les rayons et les classes. Pour les rayons, on est, je pense que c'est l'inverse, c'est l'espace et les rayons. Quand j'ai mis les axes, on a quelque chose de compact au niveau des rayons et on a une sorte de gaussienne au niveau de l'espace. On voit que quand on lance la simulation, en fait, on a une diffusion en espace. On a une diffusion en espace qui est plus rapide pour les rayons qui sont plus grands. Pour ça. Donc, en fait, on voit qu'en ayant des rayons de taille variable, on a quand même quelque chose en plus dans notre modèle. Ça reste utile et on va, ça nous amène quelque chose. Alors, maintenant, pour s'intéresser à la limite méso-macro, comme je vous l'avais dit, on va considérer un scaling. Et là, on va considérer que l'espace est plus grand que le rayon. Donc, on va avoir x tilde qui est égal à racine de epsilon fois x. Avec epsilon, notre but va être de le faire tendre vers 0. Et on a r tilde qui est égal à r. Ça nous amène, considérer le scaling pour la variable en espace, ça nous oblige à considérer un scaling aussi pour la variable des densités que j'ai écrit ici. Donc pour chaque terme, en fait, dans une équation mésoscopique, on peut regarder ce que le scaling donne. Donc d'abord, on peut le faire avec la fonction d'interaction G. L'idée, c'est très calculatoire, mais c'est assez facile de voir à quoi ça donne. Donc dans notre potentiel phi, on aura maintenant 1 sur racine d'epsilon de x tilde moins y tilde divisé par r tilde plus r. Et on va faire un changement de variable, on va considérer z tilde égale à cette variable. Ça va naturellement nous faire sortir un r tilde plus s tilde à la puissance 3, naturellement. Et donc maintenant, on a phi de z tilde au carré
fois z tilde, qui vient ici. Et on a un rho, mais maintenant de x tilde moins racine de epsilon tilde plus s tilde fois z tilde. C'est un peu loin à dire. Et pour ce rho, on va pouvoir faire un développement limité. Donc, on va avoir un terme où on aura seulement rho tilde de x tilde, s tilde. Et ensuite, on a le terme où on aura le gradient de rho. Maintenant, quand on considère juste ce terme et qu'on le remet dans cette équation, en fait, on va voir qu'il va nous rester en terme en z seulement phi de z tilde carré fois z tilde. Ce terme ne dépend plus de z. Et donc, quand on intègre ça, en fait, avec le z qui est impair, cette intégrale est égale à 0. Donc, ce terme disparaît. Et du coup, il va nous rester seulement le terme avec le gradient de rho que j'ai écrit ici. Et donc, à la fin, on aura epsilon puissance 3 demi fois alpha. Alpha, ça va être une constante qui, en fait, est l'intégrale de tous les z tilde et qui dépend uniquement de notre fonction d'interaction phi. Et il nous reste ensuite un R tilde plus S tilde à la puissance 4 fois gradient de notre rho tilde. On peut faire pareil ensuite, je ne l'ai pas détaillé ici, on peut faire pareil ensuite avec nos termes de fragmentation. Donc, vous savez, on avait une intégrale sur la sphère proche de nos particules de taille racine de 2R. Et ben, on peut faire le même type de développement illimité ici. On va considérer seulement le premier terme qui sort, le terme qui sort du rho. Et donc, à la fin, on peut réécrire notre équation. Je vous passe les calculs. On va voir qu'on aura comme équation macroscopique dt de rho plus alpha est complètement donné par notre fonction d'interaction, fois divergence de rho h de rho, et h de rho égale à gradient de l'intégrale de r plus s à la puissance 4 fois. Là, ensuite, on a le terme de croissance, g fois dr de r sur rho, et le terme de fragmentation, donc 2 racine de 2, b de racine de dr, rho de x, les particules de taille racine de dr, moins les particules qui se divisent, donc b de r, rho de x. Et donc, là, on voit en fait qu'on a vraiment un système qui regroupe à la fois une équation assez classique de réaction-diffusion, qu'on observe souvent pour les modèles pour la croissance de tissus ou de cancer, et on a en même temps tous les éléments qui viennent des modèles de croissance-fragmentation. Donc, c'est intéressant d'avoir les deux réunis. Et en plus, on voit qu'au niveau de la diffusion, on a même ce R plus S et la puissance 4 qui est toujours là, qui est ce qui fait aussi qu'on diffuse plus vite pour les rayons de taille plus grande. Mais maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a un puissance 4 et pas un puissance autre chose, d'où ça vient, à quel point est-ce qu'on peut le modifier et autres. Donc, nous, on s'attelle en ce moment à essayer de montrer cette preuve de manière rigoureuse pour passer de la limite méso à macro. C'est quelque chose de difficile. Au niveau de la littérature, je vous ai mis les différentes choses qui existent. Généralement, les systèmes qui sont considérés sont des systèmes où on a seulement une taille pour les particules, donc toutes les particules sont la même taille. La plupart des travaux qui existent en fait considèrent de la diffusion dans notre système parce que ça rajoute de la régularité, donc c'est plus facile pour passer à la limite. Et puis, ça permet aussi assez facilement de trouver des estimations sur le gradient de la densité. Donc, vous, ça aide beaucoup. J'ai mis seulement un mot au Schlegel, mais il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé dessus. Et même au Schlegel, on fait plusieurs papiers. C'est assez intéressant si vous vous intéressez à ce type de système. Ensuite, il y a des papiers où on n'a pas de diffusion. Donc là, c'est un peu plus difficile et c'est plus intéressant pour nous, notre cas. Il y a un papier de Masgali-Lyons qui a été publié en 2001, qui est très bien, mais très concis, donc très difficile à comprendre. Et on a un papier plus récent de Filipowski, en fait, qui part avec de la diffusion et qui ensuite va faire tendre vers zéro le terme à la diffusion. Et ensuite, si on s'intéresse au modèle où il y a des rayons variables, ça, il y a vraiment des travaux tout nouveaux qui ont été faits par Engel, mais à chaque fois, il s'intéresse à des cas où on a de la diffusion. Et aussi, il fait des hypothèses sur les données initiales qui facilitent les calculs, mais qui ne sont pas forcément réalistes d'une manière biologique. Donc, nous, on essaye de s'inspirer de ces travaux pour pouvoir montrer une preuve rigoureuse. Il y a deux difficultés principales. L'une des difficultés, ça va être que la plupart de ces preuves se basent sur des estimations d'énergie pour pouvoir montrer qu'on aura notre densité qui est dans H1. Et en fait, pour avoir cette estimation d'énergie, on fait des hypothèses sur le noyau d'interaction. Généralement, on dit que c'est une autoconvolution. Seulement nous, maintenant qu'on a des rayons variables, on ne peut plus avoir cette autoconvolution. Donc, il faut trouver une nouvelle hypothèse qui fait que ça marche encore, qui est la première étape, qu'on a une hypothèse raisonnable qui nous permet d'avoir des estimations d'énergie. Puis la deuxième difficulté, c'est là maintenant des rayons variables, donc au niveau de la limite, gérer cette nouvelle variable pour
généralement, on utilise le théorème d'Aubin-Jones, et là, c'est un peu plus difficile, on n'a pas beaucoup de compacité par rapport au rayon. Donc voilà, ça, c'est vraiment un problème sur lequel on travaille actuellement et qui est ouvert. Donc si quelqu'un s'y connaît dans ce domaine et a des idées, je serais ravie de discuter avec vous. Alors maintenant, on va parler de la dernière limite. J'espère que ce n'est pas trop rapide, que je ne perds pas tout le monde. Je n'ai plus beaucoup de temps, donc je vais passer rapidement sur celle-là. On va parler de la limite incompressible, donc passer de ces interactions souples à des interactions fortes. Et donc ça, c'est un peu de travaux que j'ai fait durant ma thèse avec Pierre Degon et Nicolas Vauchelet. Alors, on va encore simplifier le système. De plus en plus, plus j'avance, plus je simplifie. Maintenant, on va considérer que tous nos rayons que toutes nos particules ont les mêmes rayons. Et du coup, on va considérer un modèle assez général où en fait, on va avoir dt de n, n c'est toujours notre densité, n c'est notre densité, je vais l'appeler rho, moins divergence de nv, donc on diffuse avec une vitesse v, où on va relier la vitesse v à la pression en considérant la loi de Darcy. Et on va aussi avoir un terme de réaction ici avec g qui est une fonction de croissance et qui va être décroissante et qui s'annule en un point. Généralement, le point, on l'appelle PM, c'est la pression homéostatique du système. Et ensuite, on va relier la pression à la densité en disant P égale grand P de N, avec grand P qu'on peut choisir. Moi, dans les cas précédents, l'équivalent est de dire que grand P de N était en fait N au carré. Vous avez à non, grand P de N était égal à N. Donc, dans la littérature, il y a plusieurs choix de pression qui ont été considérés. Un des principaux, c'est de considérer que c'est une puissance de n, en fait, ici avec gamma, la puissance que j'ai choisie. Donc, gamma divisé par gamma moins 1, n puissance gamma moins 1. Et on peut montrer avec ce type de système que quand gamma tend vers plus l'infini, notre pression devient singulière et on va créer un domaine à frontière libre. Et c'est ça qu'on appelle du coup la limite incompressible, c'est considérer gamma tend vers plus l'infini. Il y a eu pas mal de travaux avec ce type de choix de pression. Donc, par exemple, Benoît Pertan a beaucoup travaillé là-dessus. Et puis, je vous ai mis le papier le début de ces travaux. Moi, un des travaux dans ma thèse, ça a été de considérer un choix de pression différent. Parce qu'en fait, implicitement ici, on dit que la densité maximale va être égale à 1. Et numériquement, en fait, on n'a pas du tout, on n'a pas cette condition qui est vérifiée. On peut avoir une densité qui est plus grande que 1. Ça gênait les biologistes avec qui je travaillais, donc on a considéré un choix de pression différent. On a maintenant N divisé par 1 moins N. Et de cette manière, on a imposé un point critique en 1, et donc on va être sûr qu'on restera toujours sous cette borne. On va en plus multiplier ce terme par epsilon. Et maintenant, si on fait tendre epsilon vers 0, on va passer à la limite incompressible. On peut le voir assez facilement. Si on multiplie ça par 1 moins N, on va avoir P fois 1 moins N égale epsilon N. Donc, quand epsilon tend vers 0, on aura soit P égale à 0, soit N égale à 1. Et donc, quand P est strictement positif, on a notre domaine. Et c'est comme ça qu'on crée notre domaine à frontière libre. Ensuite, on peut du coup aussi essayer de regarder quelle va être la valeur de cette pression au sein de notre domaine. Donc, pour ça, on calcule l'équation de notre pression. On prend l'équation de la densité et on multiplie par la dérivée de la pression. Et on voit qu'on va obtenir en fait dt de P moins P au carré sur epsilon plus P fois la puissance P. On a un moins gradient de P au carré qui apparaît. Ensuite, on a un terme P au carré sur epsilon plus P fois G de P. Donc, si on multiplie ce terme par epsilon, on fait tendre vers epsilon vers 0, on va se retrouver au final avec P au carré moins P au carré la Laplacienne P qui est égal à P au carré fois G de P. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'équation complémentaire. Ça va nous expliquer, ça va nous donner comment est-ce que notre pression P évolue au sein de notre domaine. On pourra en plus savoir que la frontière de notre domaine va bouger suivant le gradient de P. Donc on aura vraiment à l'extérieur du domaine P égale à 0, à l'intérieur P suit moins la Laplacienne P égale G de P, et on bouge la frontière de notre domaine avec le gradient de P. C'est important de remarquer qu'on peut réécrire en fait le terme divergence de N grade P comme étant un Laplacien de H de N avec H qui dépend de notre fonction P. Ça nous aide ensuite dans la preuve. Pour pouvoir passer à la limite, on a quelques hypothèses à faire, en particulier sur la fonction de croissance. On suppose qu'elle est décroissante, qu'elle s'annule en un point, et on trouve ensuite plus une borne pour borner notre dérivée de notre fonction de croissance.
Puis on a aussi des hypothèses sur la densité initiale. On s'assure qu'elle est bornée, qu'elle est dans L1, que sa dérivée en espace est dans L1. Et avec ces hypothèses, on peut montrer en fait que pour des suites n epsilon, p epsilon, on va pouvoir extraire des sous-suites convergentes fortement dans L1, ce qui va nous permettre de passer à la limite dans notre équation 1 moins n fois p. On va trouver que c'est égal à 0. On va pouvoir créer le domaine interville. On peut ensuite aussi montrer la relation complémentaire pour la pression. Donc, assez rapidement, la preuve, il s'agit de trouver en fait des estimations a priori pour pouvoir montrer qu'on va être dans W11 pour la densité et la pression. Donc, on peut assez facilement montrer qu'on reste positif si initialement on est positif. Les méthodes sont assez classiques, je dirais. Donc, on prend l'équation pour la densité, multiplie par l'indicatrice de densité négative. On voit qu'on peut reformuler bien. Et ensuite, on intègre, on utilise Grandval et on montre que la partie négative en fait, est plus petite que exponentielle GM. GM, c'est notre borne maximum pour la fonction G et fois la partie négative pour la donnée initiale. Donc, si initialement on est négatif, on reste négatif. Ensuite, on peut utiliser le même type de raisonnement pour montrer qu'on a un principe de comparaison. Il y a juste un peu plus de travail à faire. Il faut juste vérifier. On a juste besoin ici d'avoir le fait que G est décroissante, parce que sinon on a des termes qu'on ne peut pas contrôler. Donc cette hypothèse de G décroissante est importante pour la preuve. Donc ensuite, le principe de comparaison nous permet de trouver des bornes uniformes. Donc on sait que la pression va rester entre 0 et la pression homéostatique PM. On a aussi du coup des bornes pour la densité. Donc, je vais passer rapidement du coup. Ça nous permet de trouver, la positivité nous permet de trouver des bornes L1 pour la densité et la pression. Et ensuite, on peut s'intéresser à les dérivés en espace de notre densité, où on a toujours à peu près le même type de calcul. Et on peut montrer que oui, les dérivés en espace de la densité et de la pression sont dans L1. Je pourrais si vous avez des questions, je peux vous en parler plus après, mais je pense que pour le temps, c'est mieux que j'aille plus rapidement. On peut montrer des propriétés comme, par exemple, si on est initialement à support compact, on reste à support compact. On a le gradient de la pression qui est dans L2, donc ça, c'est des estimations de type énergie. Et enfin, la dernière estimation dont on a besoin, c'est l'estimation sur la dérivée en temps de notre densité, de notre pression. Et pour ça, en fait, on va réussir à montrer que la pression est une sursolution d'une équation qui n'est pas très jolie, qui est écrite ici. Et on peut trouver ensuite une sous-solution de cette équation. Et ce qui va nous permettre de dire au final qu'on va avoir des DDP qui va être supérieur à une constante fois B divisée par T. Et du coup, ça va nous permettre en fait de borner la partie inférieure de notre dérivée en temps. Et on va pouvoir avoir une borne L1 sur les dérivés en temps pour la densité et la pression. Donc avec ça, on peut dire du coup qu'on a N et P qui sont W11. Donc on peut extraire des sous-suites convergentes. Dans L1 local, on peut ensuite les étendre dans L1 de manière plus globale et on peut passer à la limite dans les différentes équations du système. Il y a un peu plus de travail à faire ensuite si on veut retrouver l'équation complémentaire qui nous donne l'équation de la pression dans le domaine, c'est cette équation. Il faut en fait, on arrive assez facilement à montrer qu'on va avoir ce terme qui va être positif. Mais pour montrer que c'est négatif, c'est un peu plus compliqué. En fait, on ne peut pas passer directement à la limite dans notre Laplacien de P, donc il y a un peu de travail à faire et on utilise des processus de régularisation. Voilà, bon, je vais passer. Alors, voilà. Du coup, bon, j'ai passé rapidement la fin de la preuve. C'est écrit dans un papier, c'est disponible en ligne. Ça va conclure ma présentation sur ces limites incompressibles. Il y a vraiment beaucoup de travaux qui sont faits ces dernières années sur ce type de système. Donc là, c'est un cas une espèce avec une pression un peu différente de ce qu'on a l'habitude, mais il y a aussi des travaux qui ont été faits maintenant pour deux espèces de cellules. Il y a aussi des travaux quand on considère la viscosité d'un système, c'est-à-dire qu'à la place de considérer la loi de Darcy, où on avait la vitesse qui est égale à moins gradient de la pression, on peut considérer la loi de Brickman, où du coup on rajoute de la viscosité. Et il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans ce domaine actuellement et c'est en plein essor. Donc ça va conclure ma présentation. Donc moi, c'était peut-être un peu dense, je vous ai présenté un modèle microscopique, ensuite on a regardé avec des interactions faibles, souple. Ensuite, on a regardé la limite d'un modèle micro-macro. Et ensuite, on a regardé la limite incompressible. Donc,
Pour chacune de ces directions, on va dire, il y a encore beaucoup de travaux qui peuvent être faits. Pour la limite micro-macro, je vous l'ai dit, on avait fait déjà des simplifications dès le début. Et ensuite, il peut y avoir des travaux qui peuvent être faits pour regarder les directions qu'on n'a pas faites. Donc, est-ce que c'est possible de passer des interactions souples à des interactions dures directement au niveau microscopique, ou est-ce que c'est possible ici de considérer la limite micro-macro avec des interactions dures? Donc voilà, ça, c'est les types de problèmes auxquels je vais m'intéresser pour les prochaines années. Et donc, voilà, ça conclut ma présentation. Et puis, merci pour votre attention. Merci Sophie. Bien, alors on va passer aux questions et on va commencer par les gens de la salle, sauf Frédéric. d'en poser. Y a-t-il des questions dans la salle? Et ça te parlait bien fort. Oui, on va dire. Oui. Là, si on prend le premier modèle microscopique avec les petits bâtonnets, c'est assez clair qu'ils semblent vouloir se mettre les uns à côté des autres, parce que je t'avais parlé un peu de ça déjà, des termes où tu aurais des espèces de tension de surface, ou d'avoir une surface entre deux bactéries, ça coûte moins cher qu'avoir une surface avec un milieu extérieur. Alors, rester un peu ensemble. Alors, bon, nous, là, dans le modèle, on n'a pas considéré d'extérieur. On n'a pas de substrat vraiment dans le modèle. Donc, on ne l'a pas mis pour l'instant. Je ne suis pas sûre à quel point, pour les espaces qu'il y a entre des bactéries, une tension de surface comme ça aurait un impact. La direction qu'on s'apprête à prendre, c'est plutôt… En fait, on a des systèmes qui ne sont pas assez denses. Quand on regarde les simulations numériques ou quand on regarde les comparaisons avec les données, j'ai passé rapidement, mais en fait, quand on regarde la densité ici, au niveau expérimental, les systèmes restent très denses et nous, au niveau numérique, on n'arrive pas à reproduire ces caractéristiques. Du coup, il y a un problème et aucun modèle de la littérature arrive à vraiment avoir des choses des microcolonies assez compactes. Et donc, notre idée, là, ça a plus été de se diriger vers des bactéries un peu déformables, où elles peuvent s'accommoder de manière à utiliser tout l'espace. Tension de surface, peut-être que ça peut être une bonne idée. Je pense à ça parce qu'on est modèle de cellules épithéliales, déjà une contrainte parce que c'est égal, elles s'occupent de l'espace. Ouais. Mais tu mets des tensions différentielles entre des cellules qui sont de la même espèce, d'espèces différentes. Ouais. Ça fait de la ségrégation, mais donc ça va faire que vraiment les choses vont être ensemble, les choses qui sont pareilles. Parce que tension de surface, du coup, ça fait de l'agrégation au niveau de surface, c'est ça que tu veux dire? Oui, ça fait que les choses qui sont dans la même famille essayent de rester ensemble. Et d'éviter tu payes beaucoup en énergie quand tu as des surfaces avec des choses qui sont différentes de ta famille. Donc, ouais. Bien sûr, si tu es plus à l'extrême, tu auras des colonies. Mais oui. Si tu restes dans un truc intermédiaire, quand tu as une anisotropie de base parce qu'il y a des bactéries, ça pourrait coller assez bien pour tes configs à 4 cellules et que ces paramètres, tu les retrouves même dans les configs à… Ok, ouais, bah, ça vaut le coup de regarder. Je ne sais pas si tu as des papiers où ils considèrent ce type de tension. Ok. J'ai une question sur la partie cinétique. Tu as présenté les dérivations formelles. Donc, ce que tu veux faire rigoureusement, c'est la partie champ moyen, c'est la partie epsilon travers 0 ou c'est les deux? Alors, la partie champ moyen c'est grande population, c'est ça? Ouais. Alors, ça a été fait rigoureusement par Marc Hoffman. Lui, apparemment, il y a des méthodes, il y a plusieurs papiers qui détaillent les méthodes pour ce type de système et il a réussi à faire ça. Je ne connais pas le détail de la preuve personnellement. Donc, nous, là, vraiment, notre objectif, c'est de considérer le cas epsilon tend vers 0 avec epsilon, où epsilon était notre paramètre de scaling. Et est-ce que tu avais regardé, je ne sais pas si ça correspond exactement, mais il semble que Eman, il avait fait des trucs sur des aérosols avec des rayons variables et il avait aussi des histoires de. Il envoyé les paramètres vers 0 aussi, mais peut-être qu'il y a okay. Tu peux répéter le nom parce que je n'ai pas compris. Ok, d'accord. Ok, je regarderai. David Michel, dans sa thèse, comme ça, quand on a reçu au grand nom, ça a été l'histoire des chaînes vers 0, ça m'a avancé un peu. D'accord. Je ne sais pas si c'est. Oui, non, mais moi, ça m'intéresse, hein, vu que là, je cherche des différentes manières de faire, donc je vais regarder. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, et est-ce qu'il y a des questions à distance? Benoît. Oui, je me demandais, Sophie, le P carré dans la complementary relation, la relation complémentaire, le P carré, il vient naturellement de l'analyse de l'équation P epsilon ou c'est un artifice technique pour passer à la limite? Non, il vient naturellement, en fait, quand on multiplie notre équation de la densité par P',
Oui. Du coup, il vient naturellement ici. Là. On ne peut pas s'en débarrasser. Quoi. Il est là. Ah oui, il est dans la formule 3. Ouais. Le terme dominant de la formule 3, c'est celui qui donne tout. Ok, c'est surprenant. D'habitude, il n'y a pas ce P carré. Enfin, dans les lois de pression. Avec les autres types de pression, ouais, c'est pas exactement la même relation complémentaire. Surprenant. Merci. Bien, merci Benoît. Y a-t-il d'autres questions de gens à distance? N'hésitez pas de main levée, pas d'autres noms. Ok, donc merci encore Sophie et bravo.